OK, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on voit en avant? Des coureurs des bois. Les coureurs des bois, parfait. Qu'est-ce qu'ils portent? Qu'est-ce qu'il y a de remarquable sur quel? Les raquettes. On lève la main, s'il vous plaît. Du bois. Des fourrures, ouais, on voit des chariots, il y a peut-être des fourrures dans le sac, on ne sait pas. On peut voir que sur leurs pieds, ils ont des raquettes. C'est ça, des Amérindiens. Ça a l'air plus bas. Ok, je vais descendre un peu, on va lire un petit témoignage pour montrer à quel point leur vie était un peu difficile. Les conditions pour aller voir n'étaient pas favorables. Bon, on va lire ici, c'est 3 paragraphes, s'il vous plaît. Tu peux commencer ça. Les conditions de travail faisaient également des conflits entre engagés et marchands. Dans le cas opposant l'engagé Joseph Redden au bourgeois Richard Dobie et James Grant, les marchands n'auraient pas fourni les vivres nécessaires à Godin et ses collègues pour survivre au poste de durant la journée. Les vivres, on ne sait pas qu'on parle quand on dit vivre. La nourriture, De l'eau. de l'eau aussi. Pendant l'hivernement, parce que l'hiver, il a passé à la colonie pour survivre, en fait, au froid. Tu peux continuer? Les engagés auraient donc tenté de voler des victuailles à leurs marchands. Pour les punir, Grant les fit garrotter et attacher une presse à corde au col pendant l'espace d'une heure à la rigueur du ton. Nous sommes dans le témoignage de Godin. Bon, tu vois, c'est le marchand, en fait, qui s'occupe de la colonie, qui est censé nourrir les bois, les bois. Tu peux lire le prochain? On l'écoute? À la suite de cet événement, pendant 20 jours, les engagés auraient été contraints à ne manger que des feuillages et 2 chiens qui étaient encore plus maigres que nous. Quoique nous fussions comme des squelettes. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient maigres comme des squelettes, ils ont mangé des chiens qui étaient encore plus maigres qu'eux. T'as une question? Ok. Ah, lis le prochain, s'il vous plaît. On l'écoute? Dans la lettre, j'ai trouvé par le ministre pour un champagne de BAQ, c'est quoi le Banque d'archives nationales du Québec. Je ne sais pas pourquoi je sais ça. On constate aussi que des tensions de la société culturelle étaient sous-jacentes au conflit. Madame Beaugrand-Champagne précise que lorsqu'un autre commis se plaignit de la faim qui le déraillait, Richard Dobie lui fit remarquer que la mort d'un Canadien n'était pas gentille. Et lorsqu'il voulait rentrer chez lui à cause des mauvais traitements, c'est Grant qui lui signifia que s'il persistait dans la résolution, il lui ferait mettre les fers aux pieds et aux mains. On voit ici que les marchands européens, ils n'accordaient pas beaucoup de valeur à la vie des coureurs des bois et des Canadiens. Bon, ça va initier un peu notre présentation. Là, on tombe dans le régime français. Au dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? Premiers occupants. Premiers occupants, parfait. Alors, on veut ça. Non, pas les notes tout de suite, en fait. Donc, vous voyez, on va voir les notes de Claude à la fin, comme le dernier cours qu'on a fait ensemble. On n'a pas fait ça encore. Bon, c'est qui qui peut lancer les dés? Moi, s'il te plaît. Ils sont où les dés? À la prochaine. Bien, merci. Hey, je veux lancer. Et qu'est-ce qu'on voit? Deux. Cinq. 2 et 5 ensemble. C'est le fait parfait, c'est le prophète.
C'est quoi la rangée 5? C'est là, là. T'es tout bien? Parfait. Bon. C'est bon, c'est parfait. Bon, on commence ça. Avec le tableau à la page 75. On se concentre un peu. Tu peux même. Tu peux me lire la première. Oh. Tu peux me lire la première rangée en fait. Les Iroquois, les régions habitées, c'était. Ouais, vallée de Saint-Laurent. Type de territoire. Principale activité. Maïs, courge, haricots et tabac. Mode de vie et organisation sociale. Parfait. Toi, tu vas me faire combien? Région habitée. Type de territoire. Parfait. Principale activité de subsistance. Mode de vie. Et organisation sociale. Parfait. Toi, tu peux me lire la deuxième question, puis t'es en train de répondre. Tu peux me lire la question quand même. Décrivez les réseaux d'échange qui existent chez les autochtones dans la ville des Européens selon l'aspect géographique. Tu as une idée d'une réponse? Tu veux demander à quelqu'un pour une idée? Oui. Ah. Les bureaux servent d'intermédiaires entre les Algonquins et les Iroquois. Ah, C'est moi qui l'ai pointé. Vas-y. les bureaux servent Les d'intermédiaires gars, entre les Algonquins et les Iroquois. On utilise les vastes réseaux de cours d'eau de l'Amérique du Nord pour faire leurs échanges. C'est parfait ça. Bon, ma réponse, c'est le réseau d'échange. Les réseaux d'échange s'étendent à la grandeur de l'Amérique du Nord et impliquent souvent de nombreux intermédiaires. Comme on a vu, il y avait les Rwanda au dernier cours. Le moyen de transport privilégié est le canot et le vaste réseau de voies d'eau du territoire est utilisé. Tu peux me lire le 3A? Indique deux raisons qui expliquent les échanges commerciaux entre les groupes satisfait besoin de Parfait. alliance. C'est parfait ça. Et le B? Comment? Oui. Quels sont les principaux produits échangés par ces deux personnes? Les Iroquois, j'ai écrit poterie, puis j'ai produit agricole. Maïs, haricots, courge, tabac, c'est toujours ces quatre-là qu'on sort. Algonquins, eux. Pour eux, les viandes séchées aussi. Les chasseurs. Vas-y pour 4, là. Les jurons Wanda était le plus grand commerçant du nord-est de l'Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. L'un des faits expliquant cette information, il n'y avait pas vraiment d'ennemis, il était au milieu de toutes les interactions. Les Hurons-Wendat faisaient du commerce avec plusieurs nations sur un territoire vaste comme le nord-est de l'Amérique du Nord. Et la langue huronne était celle des échanges. C'est quoi la langue des échanges aujourd'hui? L'anglais. On a déjà dit ça au dernier cours? Oui. On a couvert ça. Tu peux me lire la 5, s'il vous plaît? Ah. Ça, tu vas savoir, là. Troc. B. Ouais, parfait ça. Numéro 6. Le chemin jusqu'en Europe, le poisson. C. Échanger avec les chasseurs amérindiens qui rencontrent. Les tissus, les miroirs. Des perles de verre et de porcelaine, des objets métalliques surtout, qu'ils n'ont jamais vu avant. D. Il y a un B, oui. Mais comment les projets européens sont utilisés jusqu'à l'intérieur du continent? Est-ce qu'il y a une réponse? Il y a quelqu'un qui a une réponse pour le D? Vas-y. Avec les réseaux d'échange amérindiens. Ouais.
niveau archéologique, le réseau d'échange qui amène le troc à propager les objets à travers tout le continent. Vous pouvez lire le 7, s'il vous plaît? Ah non, je vais le faire avec toi. OK, on a des faits ici, il faut que tu m'expliques la raison. Pourquoi les Européens venaient pêcher la morue dans le golfe du Saint-Laurent? Bon, il y avait le nombre de poissons aussi, mais aussi que la religion catholique qui imposait, c'est quoi, 150 jours maigres, où est-ce qu'on mange pas de viande rouge. Surtout ça. La fourrure de castor était très en demande en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'excellent manger au chapeau. Aussi à cause de la mode. Ouais, c'est la mode. C'était pratique aussi. C. Les pêcheurs de morue préféraient la traite de fourrure à la pêche. Pourquoi? Quelqu'un, tu veux l'aider? Le produit de la vente des pots est supérieur à celui de la pêche. Plus grand profit pour moins de travail aussi. La pêche, c'est dur. Le castor, c'est sans défense, c'est super facile à chasser. Qui ici a déjà vu un castor dans la vie? Il y en a qui connaissent ça. Oui, mais ça court pas très vite. Puis ça n'a pas une grande défense. Tu peux y aller avec. Explique-moi le dé. Chez les Amérindiens, les rencontres de troc se déroulaient l'été. S'il te plaît, gars. Toi, tu me l'as dit. Les deux étaient contents, mais je crois que c'était injuste pour les Amérindiens. On est au dé ici. 7 dés. Oh! Car l'État et les castors ne sont pas en hiver. Il y a ça, mais aussi, les rencontres, le troc se déroulait l'été parce qu'on pouvait naviguer sur les cours d'eau. L'hiver, ça gèle, fait qu'on ne peut pas faire le bateau. Mais tu peux y aller avec 8, ton voisin. 8A. Qui est l'auteur de ce texte? Par Paul Père Paul Lejeune. Qui connaît bien. L'écoute? Ben, Père Paul Lejeune, en fait, si c'était un père, c'était pour évangéliser les Amérindiens. C'est? Je connais ce pour eux. La traite de fourrure des castors. Oui. Vous peux lire la question, puis arrêtez de rire. Les échanges entre les Amérindiens et les Européens étaient-ils équitables? Là, il y a une multitude de réponses. Là. C'est toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? C'était-tu équitable? Les deux étaient contents, mais je crois que c'était injuste de donner Pourquoi? Parce qu'il fallait empiler le nombre de fourrures pour le nombre de Ouais, mais pour eux, ils étaient contents aussi. Fait qu'on peut débattre dans les deux sens. Mais c'est bon. Il n'y a pas de bonne réponse. Ben, il y a des bonnes réponses, mais il y a moins de questions. Faut juste le 9. Tu veux me faire le 9, s'il te plaît? Tu veux lire la question? 9. Cocher les lieux où sont consommés les produits suivants. Bon, la fourrure de castor, c'est consommé En Amérique. et aussi en Europe. Maïs, haricots et courges. En Amérique, en fait, c'est pas pris. En Amérique, poissons séchés par les Européens, ça va en Europe. Viande séchée par les Algonquiens, c'est en Amérique qu'on mange ça. Parfait. Moi, je vais tomber dans le PowerPoint. OK. Silence. Tu veux me dire ça au tableau? On l'écoute? L'économie des projets. On l'écoute? Moi, j'ai pensé la colonie de la présidence africaine la France. Il s'agit donc d'une Scaline Canton, on s'appelle c'est quoi? Oui. Quelqu'un peut me dire c'est quoi? Oui, toi en arrière? Ah ouais, parce qu'ils n'apportent pas le monde, ils font juste mettre des postes de là, puis ils arnaquent les Amérindiens. Ils sont là pour la Ils sont juste là pour faire de l'échange, c'est ça. On me dit souvent l'exemple du fast-food. Tu peux expliquer s'il vous plaît? Le fast-food, on a déjà entendu parler de cet exemple-là. On fait juste être là, on arrive là vite, on se fait servir, puis on s'en va. On continue, on passe à travers très vite. Tu peux continuer de lire, s'il vous plaît?
Ça explore beaucoup On écoute, les gars. les activités économiques de la colonie tournent presque exclusivement autour du commerce fourrure, principalement celle de l'éducation. C'est bon? Tu peux cliquer. On voit le chapeau de fourrure ici qui était si fameux en Europe. Il était en fait, il aimait beaucoup parce qu'il était étanche, il n'y avait pas d'eau qui passait à travers, il gardait sa forme, il était solide. Qu'est-ce qui est à mode aujourd'hui? Côté mode. Vêtements. Le chapeau de pêche, moi j'ai avec ça, mais admettons les vêtements de marque, des trucs comme ça. Dans le temps, on voyait jamais ça, des vêtements avec les marques affichées, clairement. S'il vous plaît, on se calme là, on est à la télé. Les gars, le castor, il a vraiment fait une grosse impression sur l'histoire. C'est pourquoi on l'a sur les 5 sous, en fait. Exactement. C'est ça qui a fondé. Ça l'a fondé. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? La chaîne d'exploitation. Ça commence ici, l'Amérindien, il chasse le castor, le petit castor qui avait un autre, puis ça va. Il tue, il prend la peau, il donne au coureur des bois, il amène de la brousse jusqu'à la compagnie, dans la colonie de comptoir comme on l'a vu tantôt. Puis il ship, il l'envoie jusqu'en Europe où l'artisan il nous fait des chapeaux, des manteaux, donne au vendeur. Le vendeur il vend à l'acheteur qui est bien content que finalement c'est la compagnie qui ramasse l'argent. Ok, on va aller à la page 80 s'il vous plaît, dans le manuel. On va voir les petites lectures. Tu peux me donner ça s'il vous plaît? On écoute tout le monde? On va lire l'expansion territoriale. On écoute tout le monde? La recherche de fourrure rend nécessaire l'exploration du territoire américain. Les aventuriers parcourent le territoire en se déplaçant sur les cours d'eau. Ils explorent les grands lacs, les prairies jusqu'aux Rocheuses, la baie du Thon, la vallée de l'Ohio et le fleuve Mississippi jusqu'en Louisiane. Les régions découvertes sont parfois chaudement disputées par les Britanniques et les Français, et chacun construit des forts, qui sont aussi des postes de trait, pour protéger son commerce de l'ennemi. C'est bon, merci. Ici, on voit que la Nouvelle-France, elle s'étend jusqu'ici en Louisiane. On connaît l'État de Louisiane aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils parlent encore français un peu aujourd'hui. La Nouvelle-Orléans, oui. Katrina. Dans le fond, les Français ils utilisent le même réseau d'échange un peu que les Amérindiens disaient. C'est pour ça qu'ils chassent le castor, ça l'étend le territoire aussi loin que ça. Le castor, il s'en vient de plus en plus rare près de la base. On va toujours plus loin pour étendre le territoire, chasser le castor plus loin. On peut cliquer. Ok, ça c'est les effets du commerce. Ça, je pense que c'est à... Non, si vous autres, vous savez pas si c'est à... Ok, les effets du commerce de fourrure sur l'organisation de la société du territoire. Fait que le marché de l'emploi, l'effet que le castor ça fait en Nouvelle-France, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça fait peu d'emplois? Il y a ça aussi, mais on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de personnes pour passer du castor en fait. Ça prend vraiment quelques personnes qui chargent ça. C'est pas une grosse industrie. Et surtout les hommes, puisque dans ce temps-là, les femmes étaient vraiment considérées comme des chasseurs. En France, toutefois, il y a beaucoup d'emplois. Comme on a vu tantôt, il y a les acheteurs, il y a les artisans, surtout beaucoup d'artisans qui travaillent là-dessus. Le peuplement, ça reste faible. Pourquoi? Parce que c'est fonctionné. Parce que les compagnies le négligent. C'est bon, mais comme j'ai dit tantôt, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. On veut un minimum de personnes à s'occuper d'eux. Donc, on a vu tantôt dans la photo, s'il y avait de la misère à faire pousser de la nourriture et tout, il y avait tellement peu de gens. Tu peux cliquer, s'il vous plaît?
Les alliances et les conflits, on se rappelle ce petit truc ici, qui est nos alliés, algonquiens, alliés, AL. Vous avez vu ce truc-là, vous autres? C'est tout. Ben, prenez-le en note dans votre tête. Et les Hurons, on est en conflit avec les Iroquois. Et le territoire devient extrêmement grand. Comme j'ai expliqué tantôt, parce qu'on court après le castor, il est toujours plus loin. On s'en va de nouveaux postes de traite. Tu peux cliquer encore. OK, qu'est-ce qu'on voit ici? Castor. Ici, l'homme blanc qui fait une petite roche avec l'Amérindien. Il donne des tissus européens. Ici, on voit vraiment une colonie comptoir, où l'Amérindien qui amène directement la fourrure au marchand. Il y a une autre photo de par là. Lecture, on va aller à la page 78 et 79, s'il vous plaît. Ok, silence. Je vais commencer à venir. Économie de fourrure. On y va avec l'économie des fourrures. Je le lis au complet? C'était pas un paragraphe, après ça, on va passer à quelqu'un d'autre. Vas-y, on l'écoute. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les membres des nations amérindiennes et les Français se rencontrent chaque printemps à l'occasion de foires, où les Amérindiens échangent des fourrures contre les produits finis européens. Les Amérindiens se rendent par centaines aux postes de traite de Québec, de Trois-Rivières et de Tadoussac. Ce sont les Hurons Wendat qui apportent le plus grand nombre de fourrures car ils s'approvisionnent dans tout le bassin des Grands Lacs auprès d'Amérindiens qui chassent les animaux et traitent les peaux. Les Iroquois de cette nation font concurrence au commerce des Hurons avec les Français. Tous deux alliés, car ils s'approvisionnent eux aussi auprès des nations amérindiennes des Grands Lacs et de la vallée de l'Utah. Ils apportent les peaux aux Hollandais et aux Britanniques par le fleuve Hudson. Lorsque les Français fondent Penmanie, Montréal, en 1642, ils se trouvent au carrefour des routes du commerce et du monde. Les 5 nations iroquoises viennent à manger de fourrure et s'attaquent aux Hurons, leurs principaux concurrents. En 1649, elles détruisent tous les villages et humains, puis ils forcent aussi à se disperser sur le territoire. Après la destruction de la Huronie en 1649, les Français n'ont plus d'intermédiaires. Ils doivent se rendre eux-mêmes en territoire algonquin pour se procurer de l'eau. Le gouverneur et l'intendant tentent de contrôler ce commerce en accordant des congés de traite, qui sont des permissions de faire la traite. Celui qui reçoit un tel congé est appelé traiteur. Celui-ci engage des voyageurs ou engagés pour aller en territoire amérindien chercher des fourrures. Il les revend ensuite à une compagnie de traite. Au 18e siècle, le salaire d'un voyageur est environ 2 fois supérieur à celui d'un artisan. Ceux que l'on appelle couvreurs de bois font la traite illégalement, sans avoir obtenu de congé de traite. Ils revendent les fourrures en contrebande, souvent à des marchands hollandais ou à des colonies anglo-américaines. Le roi de France allait une date de 26% sur les fourrures qui arrivent de la Nouvelle-France. Comme les marchands britanniques et hollandais n'ont pas de place à payer, ils peuvent offrir davantage aux Amérindiens et aux coureurs des bois pour la fourrure. Par exemple, en 1689, les Britanniques ont choisi pour les trous, alors que les Français en donnent 1 pour 5 ans. Le commerce agricole des traites britanniques est donc difficile à retrouver et la concurrence entre la France et la Grande-Bretagne est la même et riche. Merci, tu peux cliquer s'il vous plaît. Bon, le mercantilisme, tu veux bien me lire ça? Doctrine économique qui mesure la puissance à la quantité d'or les puissances qui peut se placer qui feront une puissance qui l'accumulement de l'or et des richesses. Souvent, ils dépendent de leur production. Ok, mercantilisme, c'est super important de maîtriser ça parce que c'est sûr que c'est à votre examen, c'est vraiment important. Fait que là, on comprend que le mercantilisme, c'est l'État qui veut avoir le plus d'or possible. L'or, c'est la richesse. Il veut être le plus fort possible, montrer que c'est lui le plus fort. Fait que là, il exploite toutes ces colonies. Les colonies, ils servent juste à nourrir. Il les siphonne. On peut lire un peu sur le mercantilisme à la page 77, s'il vous plaît.
Ben, les 77. Paragraphe. On les gars, tout le monde? Au XVIIe siècle, les royaumes européens considèrent que la façon de s'enrichir consiste à accumuler les métaux précieux, or et argent, qui à l'époque servent de monnaie. Ainsi, les métropoles exploitent les matières premières de leur colonie, matières qui sont ensuite transformées dans la métropole, puis revendues à d'autres pays en échange d'or et d'argent. Cette politique économique qui vise à l'enrichissement des métropoles se nomme mercantilisme. Dans ce contexte, la Nouvelle-France exporte des ressources profitables à la France, surtout des fourrures, en échange des produits finis dont elle a besoin. Cette politique économique met la Nouvelle-France au service des intérêts de la France. Parfait, merci. Tu peux cliquer. Donc, on prend ici, c'est un bon schéma qui nous explique comment ça marche, le mercantilisme. La colonie est fournie de la métropole, la France, en matière première, qui est le sort ici, la fourrure. Et elle prépare et elle envoie le produit fini. C'est comme si j'étais la métropole, tu étais la colonie, tu as un crayon que tu as construit toi-même, qui n'est pas aiguisé. Tu me le donnes, je l'aiguise, puis je te le revends 2 fois plus cher. Tu comprends un peu? Tu n'as pas le droit de transformer l'objet toi-même. Toi, tu me donnes la ressource, moi je le transforme, puis je te le redonne après. Ben, je te le donne. Ouais. On se rappelle, c'est. Bon, on va à la page 79, s'il vous plaît. Lire un petit. Je peux lire le petit paragraphe en haut de. Les autres. Du système de compagnie. Les compagnies qui ont le monopole de la course sont financées par les actionnaires qui se partagent les profits de l'État en proportion de leur investissement de l'État. Elles seules déterminent les prix et les quantités de bourse qui peuvent être exploitées. Tu vois que tout l'échange ici est fait par l'intermédiaire des compagnies. On voit la liste des compagnies en dessous. On se rappelle, on a déjà entendu parler de la compagnie de la bénédiction. Aujourd'hui, c'est comment que ça s'appelle? La B, ça existe encore. Il y a une belle petite histoire de cette compagnie-là, mais on va voir ça plus tard. Tu peux cliquer.